Bonsoir, jeudi 24 septembre, bienvenue dans le journal de TV 78. Voici les titres de cette édition. Les dernières mesures annoncées hier par le gouvernement nous rappellent les sombres heures du confinement, une période pas seulement négative où des chaînes de solidarité ont pu se créer, notamment pour le personnel des hôpitaux. Cet élan se poursuit-il aujourd'hui? Retour d'expérience avec plusieurs Yvelinois. La mobilisation de collectifs féministes aujourd'hui devant la cour de Versailles. Une soixantaine de personnes s'est rassemblée en soutien à Julie. Cette adolescente dénonce des viols commis par 20 pompiers de Paris, des faits requalifiés il y a un an en atteinte sexuelle en Réunion. L'audience en appel de cette décision se tenait ce matin. Et depuis le déconfinement, il pullule. Les guêpes et frelons asiatiques sont beaucoup plus nombreux cette année, conséquence principalement d'un dernier hiver trop doux. Nous avons suivi une société spécialisée dans le traitement des nids de ces insectes. 19 repart dans une hausse inquiétante dans les Yvelines, un taux d'incidence à 74, un taux de positivité à 7,2%, d'après les dernières données communiquées mardi. Pour freiner cette progression partout en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait des annonces hier. Le gouvernement durcit le ton. En Ile-de-France, désormais, 2 zones identifiées, une zone d'alerte renforcée en rouge sur la carte qui concerne Paris et la Petite Couronne. Les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne sont placés en zone d'alerte. Alors dans les faits, pour Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, notamment parmi les mesures, les bars devront fermer dès 22 h à partir de lundi, les grands rassemblements limités à 1000 personnes dans l'espace public, interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, enfin fermeture prononcée également pour les salles des fêtes et polyvalentes, ainsi que pour les salles de sport et les gymnases à partir de lundi. En ce qui concerne les départements de la Grande Couronne, pour le moment, l'interdiction de rassemblements privés comme les anniversaires et les mariages de plus de 30 personnes à partir de lundi, des mesures qui seront valables pendant une durée de 15 jours minimum et qui doivent faire encore l'objet d'une concertation avec les préfets. Ces derniers pourront prendre d'ailleurs des mesures complémentaires si besoin. N'espérons pas tout de même que nous en arrivions à un nouveau confinement, même si c'est une période, il faut le reconnaître, qui a eu ses bons côtés. De nombreux élans de solidarité se sont créés un peu partout en France et dans les Yvelines, dons de nourriture, dons de temps, aide aux courses ou soutien au personnel soignant. 6 mois après le début de la crise sanitaire, Mélanie Poquet et Marie Pantra sont allées voir si cet élan se poursuit aujourd'hui. Comme chaque matin, Jean-Christophe Broudy prépare le repas des 600 élèves du collège Apollinaire de Plaisir. Mais chaque dimanche, les repas sont destinés à d'autres gourmets, le centre hospitalier de Versailles et les pompiers de Morpas et de Louvciennes. Une initiative débutée en mars est toujours en cours. J'ai des amis qui sont dans la profession médicale et je trouvais que c'est un peu dommage que ça s'arrête d'un coup parce que voilà, ces gens ont besoin de réconfort le plus possible. Et la grosse chance que j'ai, c'est que ma directrice de collège et les autorisations de CNID m'ont été données pour que je puisse utiliser les cuisines pour fabriquer justement ces 10 repas. Ce sont 700 repas qui sont préparés par Jean-Christophe et son équipe grâce au partenariat de fournisseurs artisans et grandes surfaces. En mai dernier, les pâtes de la Fondation Bélan à Magnanville recevaient 200 blouses jetables pour son personnel. Du matériel créé par des couturières amateurs du collectif Blues pour l'hôpital. Une initiative arrêtée fin juin qui tend aujourd'hui à se professionnaliser. On a clairement eu, pendant la partie bénévole, des couturières qui disaient « mais non, je suis en train de piquer le boulot à des couturières professionnelles. Donc ça ne me va pas ». Et la notion de se dire tiens on va monter quelque chose autour des couturières professionnelles, à l'origine c'est une demande des bénévoles dans lesquels il y avait aussi des pros. Aujourd'hui organisés en tant que guilde, les métiers de l'aiguille rassemblent une quarantaine de couturières professionnelles. Lancé pendant le confinement, le collectif a distribué plus de 55 000 blouses dans 3 départements, dont les Yvelines. Avec moi en plateau, Sébastien Turlure, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, votre initiative, elle est même née avant le confinement, puisque vous avez créé en début d'année à Coignères un groupe Facebook de dons et d'entraide, on va en parler dans un instant. Et déjà, une petite réaction sur le sujet que l'on vient de voir. Est-ce que aussi vous, de votre point de vue associatif, vous avez trouvé que pendant cette période de confinement, malgré, on va dire, la coupure du lien social, il s'est quand même passé quelque chose? Oui, il s'est passé quelque chose. Ça n'a pas été énorme. Mais il y a eu une hausse pendant le confinement, oui, qui a été remarquée sur le groupe, autant qu'en dons qu'en personnes qui sont venues adhérer. Et
Donc vous avez constaté une hausse des membres Oui. dans ce groupe. Légère. Comment vous l'expliquez? C'est le fait d'être à distance? On a besoin aussi de liens, de recréer ce lien social? Je pense, ouais, ce genre de groupe ressoude un peu et permet de partager, d'échanger et de faire vraiment des choses solidaires, quoi. On va la présenter dans un instant. Dons et entraide Coignard 78 310. Vous me disiez d'ailleurs au téléphone quand on préparait cet entretien que c'est même depuis le déconfinement surtout que vous observez Oui. plus de membres qui Ouais, vous rejoignent. Tout à fait. Pour vous donner un ordre d'idée, on a eu 250 membres depuis le déconfinement, alors que pendant le confinement, il y a dû y avoir une petite centaine qui sont venus, quoi, et il y avait peut-être la peur aussi de prendre les choses et du coronavirus. Et voilà, quoi. Donc je pense que il y a beaucoup, ça y joue beaucoup. Ouais. Donc c'est peut-être aussi l'envie de revenir vers les autres après une période où on est resté chez soi. Donc je le disais, votre groupe Dons et Entraide Coignard a été créé en début d'année. Il permet à vos membres de proposer des dons en tout genre qui sont ensuite redistribués à des familles dans le besoin. Pourquoi vous avez lancé ce groupe? Je le rappelle, c'était en début d'année. Pourquoi avoir eu cette envie? L'envie, en fait, moi j'étais comme tout le monde, j'ai été sur des groupes qui existaient déjà auparavant. J'ai été déçu par des groupes. C'est ce qui m'a donné l'envie en fait de créer le mien. On m'a dit que ça marcherait pas. J'y ai été parce que moi je suis quelqu'un quand j'ai une idée en tête, j'y vais. J'y vais jusqu'au bout. Et voilà, le résultat est là et ça fonctionne très bien. Et les personnes qui sont sur le groupe sont très contents, quoi, je pense. Hein. Et sur le secteur de Coignard, vous aviez identifié des besoins, des familles qui avaient besoin de solidarité, ou c'est finalement parce que vous habitez à Coignard, vous avez eu envie de lancer ça autour de vous? Ouais, j'ai envie de vous dire que les besoins, ils sont présents partout, quoi. Il n'y a pas qu'à Coignard. C'est vrai que j'habite à Coignard, donc j'ai créé mon groupe sur Coignard. Mais j'étends quand même sur une zone géographique un peu vaste, quoi, un peu large, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en profiter, quoi. Donc c'est les Coignariens, mais aussi les gens qui habitent autour de cette commune de Coignard. On disait des dons en tout genre. Qu'est-ce qu'on peut donner quand même concrètement? On peut donner, tout d'abord, ce qui revient souvent, c'est les vêtements. Ça va du bébé à l'adulte, homme, femme. Il y a de la vaisselle, il y a l'électroménager un petit peu, il y a surtout du bibelot ils adorent ça. Ils adorent plus les bibelots que les vêtements, quoi, parce que en fait, quand il me reste des vêtements, je vais les redonner à la Croix-Rouge, tout simplement, et ça continue dans le circuit du solidaire. De solidarité. Comment ça fonctionne concrètement? On rejoint le groupe, on propose, une fois on accède au groupe que vous acceptez, puisque c'est un groupe privé, voilà. On peut proposer les dons, c'est ça, directement sur la page? Chacun est libre de proposer ce qu'il veut, ce qu'il veut plus. Il le publie. Les gens qui sont sur le groupe, qui sont intéressés, qui sont dans le besoin, bon, c'est pas tout le temps le cas, parce qu'il y a toujours des personnes qui n'ont pas spécialement besoin, mais bon. Et on a tous un petit besoin, de toute façon, je me dis. Donc, ils publient, et après, les gens prennent, et ils échangent, ils conviennent d'un rendez-vous, et voilà, quoi, Et depuis alors la création, on disait c'était en début d'année, c'est une centaine de familles qui a pu être aidée, c'est ça? Ouais, une bonne centaine, oui. Mais j'étais étonné quand j'exploitais un peu les comptes, les statistiques du groupe. Et j'ai vu qu'il y avait quand même 510 membres qui étaient actifs. Alors je sais pas ce qu'ils entendent par côté actif. C'est peut-être venir voir ce qui se passe sans interagir. 690 en tout. Voilà, ouais, au jour d'aujourd'hui, il y a 690 membres. Pour une association qui a 8 mois, un groupe qui a été créé il y a 8 mois, je pense que c'est pas trop mal. Mais justement, ce groupe en plus s'est transformé en association cet été. L'élan se poursuit. Voilà. Avec l'objectif d'être un peu plus structuré, c'est ça? Voilà. Mon désir, ça serait d'avoir un local pour pouvoir proposer des choses plus de propositions, de ce qui est informatique, de l'aide à faire des courriers, faire des CV, avoir un petit point Internet. Des choses comme ça. Des missions un peu plus élargies. Voilà. Et plus d'échanges, quoi, surtout, parce que les gens, je le sens, ils aiment bien échanger, discuter.
Ouais. Et on en est où concrètement là dans la recherche de ce local? Il y a des touches. Bah, pour l'instant, c'est plus des box parce que il n'y a pas trop de disponibilité apparemment aux alentours. Et le local, on cherche. Hein. De toute façon, voilà, jusqu'à temps qu'on va trouver. Avec peut-être un Noël des enfants qui est organisé. Est-ce Oui, que c'est tout à maintenu fait. malgré le contexte? On ne sait pas. C'est la grande question parce que en fait, déjà, j'avais le droit à 120 personnes dans la salle. J'ai eu un coup de fil il y a peu, dû au changement qu'il y a de règles. Est limité à 30 personnes. Qui était maximum. 40, on m'a dit 40. Et là, je viens d'apprendre que c'est redescendu à 30. Donc je l'ai appris comme tout le monde. Donc maintenu, j'espère qu'il va être maintenu. Ouais. Même si c'est 30 personnes, 30 enfants ou 30 personnes, ça sera toujours ça que j'aurais pu faire. Merci Sébastien Turlure d'être venu parler de cette initiative en plateau. Bravo à vous. Le site s'est affiché, les liens de la page Facebook pour toutes les informations. Un élan de solidarité qui s'est créé aussi envers les commerçants pendant le confinement. L'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé sa page Facebook Sky soutient ses commerçants. Un endroit pour mettre en avant les bonnes initiatives, informer aussi les consommateurs pour les aider à faire leurs courses. On peut d'ailleurs y retrouver une carte interactive pour tout connaître, savoir tout ce qu'il y a autour de chez vous. Une page lancée en mars est toujours active aujourd'hui. Le groupe est public et compte plus de 4200 membres. À Saint-Cyr-l'École, pour faire aussi face à la crise, des commerçants se sont alliés. 4 enseignes ont décidé de créer une entraide intercommerçante. Alpac, Sigavap et les restaurants La Terrasse et Burger XXL. Leur objectif, c'est de communiquer et de trouver des solutions pour pallier les difficultés de chacun. L'interview express au micro de Bichente Merien Santisteban. Petit à petit, on s'est vu, on a échangé sur les problématiques des commerçants. Donc moi, j'avais beaucoup à apprendre puisque j'étais pas du tout dans le domaine. Et ensuite est venue cette crise sanitaire où là, notre solidarité s'est renforcée justement pour faire face à cette crise qui générait des problèmes économiques. Ahmed et moi, on est dans la restauration. Donc il peut m'arriver, parce que justement, crise sanitaire, j'ai une employée qui est à temps partiel, donc je suis moins disponible. Voilà, j'ai plus de crème fraîche, j'appelle Ahmed, il m'apporte de la crème fraîche. Il a plus d'œufs, je lui descends des œufs, des tomates, voilà, des matières premières dont on a besoin. Olga, qui est conseillère municipale à la mairie, son objectif c'est de nous accompagner. Et cette micro-association de commerçants, c'est d'en faire quelque chose à l'ampleur de Saint-Cyr avec l'ensemble des commerçants de Saint-Cyr. Le confinement puis la crise économique lui ont été fatales. La start-up versaillaise Witrot a dû cesser son activité. La société créée en 2017 était spécialisée dans les locations de trottinettes au travers de ses stations. Nicolas Dandry. L'aventure Witrot s'est arrêtée au mois de juillet 2020. La start-up yvelinoise a été contrainte de déposer le bilan. Engagée dans la location de trottinettes, Witrot a lancé en 2019 la production des premières stations destinées au quartier de la Défense. Un investissement de 300 000 €. Problème, la société ne réussit pas à trouver d'investisseurs. Nous avions un bilan, même s'il était négatif en termes de trésorerie à fin décembre, on avait encore des fonds propres qui étaient assez conséquents, puisqu'on avait pas plus de 200 000 € de fonds propres. On avait trouvé des marchés, on avait notamment un opérateur de transport public qui était prêt à nous accompagner, nous aider dans l'implantation des stations sur certaines villes, plus un groupe hôtelier, plus 2 sociétés dans le monde du bâtiment. Donc on avait des ouvertures qui étaient intéressantes et des négociations en cours. En mars 2020, ces négociations en cours auraient permis de trouver des solutions aux problèmes d'investissement. Le Covid-19 est venu casser cette dynamique en entraînant ensuite la fin de l'entreprise Witrot. On a fait les demandes auprès des organismes d'État, donc pour obtenir un prêt garanti par l'État, puisque nos banques ont refusé les banques de ce fait-là ont refusé le PGE, ont refusé de nous accompagner. Il y avait encore le prêt résilience, mais qui n'était pas suffisant. Pour pouvoir tenir le coup, on devait absolument aller chercher à peu près 250 000 € pour pouvoir relancer l'activité, garder les salariés. Cette société est née à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2017, fondée par Christophe Basset, Grégory Anquet et Pascal Chanvin.
Sur la suite du projet et de l'idée, l'aventure pourrait se relancer, mais le temps est à la réflexion autour de la solution de Wittrotte. Dans l'actualité du jour, une soixantaine de personnes rassemblées ce jeudi matin devant la cour d'appel de Versailles. C'était à l'initiative de plusieurs collectifs féministes pour demander justice pour Julie, victime de viol présumé. Les explications d'Éléonore Sinoquet. Julie, on est là avec toi. Les faits remontent à 2009. 3 pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sur la vingtaine impliqués, avaient été mis en examen pour viol sur mineur. En juillet 2019, le juge a finalement décidé de requalifier les faits en atteinte sexuelle. C'est cette requalification que plusieurs collectifs féministes ont dénoncée jeudi 24 septembre devant la cour d'appel de Versailles, tout comme la relaxe des 17 autres pompiers. Ils sont venus également soutenir Julie, la victime, et Corinne, sa mère. On attend bien évidemment que les viols soient reconnus comme des viols, comme des crimes. C'est le combat de Julie, c'est de faire reconnaître ce qu'elle a subi, qui est un préjudice énorme. Aujourd'hui, elle est extrêmement fragile, elle l'était déjà avant et ces pompiers le savaient. Pendant l'audience, le procureur a annoncé qu'il allait plaider pour le maintien de la requalification en atteinte sexuelle, ce qui a provoqué la colère des militantes féministes, dont une partie a pénétré dans l'enceinte de la cour d'appel. Elles en sont ressorties quelques minutes plus tard, à la demande de la mère de Julie, qui a accepté de s'exprimer à la fin de l'audience. On est épuisés, parce qu'on est resté dehors, c'était un peu frustrant, mais j'ai confiance dans nos avocats, dans ce qu'ils nous ont dit. J'ai un espoir parce que la juge est nouvelle sur Versailles. J'espère que enfin le dossier va être vu pour ce qu'il est et non pas parce que ce sont des pompiers, parce que ce sont des militaires. Voilà. Justice doit être rendue à Julie. La décision définitive sur cette requalification sera rendue le 12 novembre prochain. Du jamais vu en 10 ans, les réserves de sang continuent de baisser. Elles ont atteint le seuil de 82 000 poches cette semaine, alors qu'il en faudrait 100 000 pour avoir un niveau suffisant. Malgré l'appel de l'établissement français du sang, les dons ne remontent pas. La crise sanitaire a désorganisé les collectes. Depuis le confinement, il n'y a plus, par exemple, de dons organisés dans les entreprises et dans les universités. L'EFS tire donc la sonnette d'alarme et appelle tous les franciliens à donner leur sang. Il faudrait 10 000 dons chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Des points de collecte fixes et mobiles existent dans toute l'Île-de-France. Pour savoir où et comment donner, rendez-vous au lien qui s'affiche en bas de l'écran. Pour refermer ce journal, ils ont peut-être perturbé vos repas en extérieur durant les vacances d'été. Et ça, c'est encore plus grave. Ce sont aussi de grands prédateurs de l'abeille, un insecte ô combien important pour notre biodiversité. Les guêpes et frelons asiatiques sont de plus en plus nombreux en Île-de-France et dans le département. Leurs nids doivent être traités par des sociétés spécialisées. Reportage à Jouarre-Pontchartrain de Célia Gatsongo et Bichente Maya Santisteban. Vous avez plusieurs centaines, voire même, là on parle en milliers d'individus dans le nid. Presque 50 cm de diamètre, c'est la taille du nid de frelons repéré sur une propriété de Jouarre-Pontchartrain. Il nécessite une intervention rapide. On va injecter directement la poudre qui est compressée dans mon dos, le pyrètre, dans le petit trou qui est ici, donc qui est l'entrée du nid. Le produit utilisé est le pyrètre végétal, insecticide peu rémanent dans la nature. Il rend les occupants momentanément agressifs. Je mets des lunettes. Là, j'ai des projections de venin directement dans les yeux. Vous voyez, hop, sur la visière. Donc là, surtout, on laisse le nid en place avec l'insecticide pendant 72 heures. Et s'il doit y avoir un retrait, il ne se fera uniquement après 72 heures de traitement. Dans un nid de cette taille-là, on a plusieurs milliers d'individus. Et il faut savoir qu'un nid qui n'est pas traité va générer entre 12 et 14 000 frelons et à peu près 6 à 800 fondatrices pour l'année prochaine. On a la chance au niveau de la région Île-de-France d'avoir un organisme qui s'appelle la Fredon et qui a mis en place un protocole d'intervention qui impose entre autres de laisser les nids en place. La société DGF a reçu pendant l'été entre 80 à 120 demandes par jour. Le confinement a permis à certains nids de proliférer en toute tranquillité. C'est une année assez particulière pour plusieurs facteurs. Déjà, on a eu un hiver qui était très propice au développement des fondatrices, un hiver qui a été très doux, avec un printemps qui a suivi avec des températures qui ont été régulières. C'est une saison un petit peu différente des autres parce qu'effectivement, on a augmenté notre volume d'intervention qu'on a multiplié quasiment par 2,5 par rapport à la saison dernière. Il reste encore un mois avant la fin de la saison des guêpes. Les nids de frelons peuvent persister plus longtemps s'ils n'ont pas été traités d'ici là.
Et voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal. Dans un instant, le 7-8 loisir afin de connaître notre sélection d'idées de sortie à faire ce week-end dans les Yvelines. Belle soirée à tous sur TV78.